l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes petits pots de beurre, j'espère que vous allez bien et c'est Vince de l'école du jeu. Et si vous avez remarqué à votre écran, il n'y a pas d'image défilante, donc non, en effet c'est un épisode de notre podcast Parle, Jase. Et aujourd'hui j'ai la chance, j'ai l'opportunité, j'ai l'honneur d'être avec David Couteau, aussi connu sous le nom de Professeur Board Game. Donc bonjour David, j'espère que tu vas bien. Salut Vincent, ça va bien toi? Oui, ça va super. Écoute, avant de commencer, David, j'aimerais tout simplement faire un remerciement à Antoine Gérin-Lajoie pour le petit jingle de départ. Donc, c'est lui qui a fait le jingle. Si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'il fait, ce qu'il produit comme musique, eh bien, vous pourrez constater qu'il y a un lien dans la description de cette vidéo, un lien SoundCloud pour son compte personnel Toon. DJ Toon, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Mais enfin bref, David, donc écoute David, moi je suis content d'être avec toi parce que on a créé un lien d'amitié très fort, je pense, avec le temps. On se croise souvent, on joue à plusieurs jeux ensemble et je dois avouer que je suis très très content de t'avoir avec nous. D'ailleurs, félicitations pour le 5000 abonnés que tu viens de dépasser. J'espère vraiment que ça va juste continuer comme ça pour toi, pour ta chaîne. Merci beaucoup. Ben écoute David, on va commencer. Je sais que tu as fait un petit vlog dernièrement par rapport à ça, mais j'aimerais ça savoir un peu, que tu nous expliques à Parle Jase, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et c'est ça, te présenter en règle générale pour ceux et celles qui ne te connaisseraient pas encore. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, je suis YouTuber comme toi. En fait, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Professeur Board Game. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a 3 ans et 3 mois. Je voulais partager ma passion pour les jeux de société avec les gens. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a été un gamer. J'ai gamé beaucoup avec les jeux vidéo quand j'étais jeune. J'ai fait du jeu de rôle quand j'étais adolescent. J'ai même fait un peu de grandeur nature. J'ai fait des jeux de société un peu plus vieux. Quand j'étais à l'université, début des années 2000, c'est là que j'ai commencé à connaître un peu des jeux comme Carcassonne, Chevalier de la Table Ronde, Arkham Horror, Citadel, ces grands classiques-là au début des années 2000. Fait que je me suis mis à aimer ça de plus en plus. Fait que j'ai voulu partager cette passion-là des jeux avec ma chaîne YouTube. Puis comme j'ai un background d'enseignant, donc je suis enseignant au secondaire, j'enseigne des sciences et la technologie. Ça fait quelques années que j'enseigne en secondaire 1 et 2 au premier cycle. Et dans le fond, je suis allé avec une formule un peu plus de vidéo de règles. Puis aussi, on fait aussi une critique du jeu à la fin. Fait que c'est vraiment les règles au complet plus une petite critique à la fin. Là, c'est généralement le format qu'on fait dans nos vidéos. Fait que c'est la majorité de nos vidéos qui sont comme ça. Là. On en a plus de 200 probablement des vidéos de règles à ce jour. Et avec le temps, j'ai eu des nouveaux collaborateurs avec moi sur ma chaîne. Donc j'ai mon bon ami LP qui est aussi enseignant, qui lui est un mordu du jeu de société, puis aussi un fan de tout ce qui se fait sur Kickstarter. Donc lui, il supporte, j'ose pas te dire de chiffres, là, combien de jeux par année. C'est un peu gênant. Puis c'est un gros fan de jeux de figurines en plus, fait que c'est pas des jeux qui sont donnés. Fait que lui, il fait des vidéos sur les jeux Kickstarter qu'il reçoit, parce qu'il en reçoit quand même beaucoup. Et c'est des jeux qui ont beaucoup d'intérêt aussi. Les gens suivent ça de très près, là, les campagnes Kickstarter. Fait que c'est vraiment tout le temps des vidéos qui sont très appréciées. C'est des jeux souvent qui sont assez complexes aussi, les jeux de figurines, ces choses-là. Fait que c'est quand même des vidéos très détaillées que LP fait depuis un certain temps avec nous. Et on a aussi rencontré Bruno, qui est une vieille connaissance à moi que j'ai rencontré en faisant du grandeur nature quand j'étais adolescent. Puis quand j'ai parti ma chaîne YouTube, on a reconnecté ensemble. Puis avec le temps, lui aussi, ça l'intéressait de faire des vidéos. Mais tu sais, étant père de 3 enfants, tu sais, il n'a pas le temps de partir une chaîne et faire tout ce que je faisais aussi. Fait qu'il a décidé de s'affilier à ma chaîne aussi puis de devenir collaborateur. Puis dans le fond, Bruno, c'est notre collaborateur enfant-famille, fait qu'il teste des jeux avec ses enfants, fait que c'est vraiment des jeux plus familiaux pour enfants. Fait que lui, c'est notre parent accompagnateur là, qui fait des jeux plus simples. Fait on fait aussi des top 10, on fait la couverture d'événements, on est à la Gen Con, ça fait 2 ans qu'on va à la Gen Con aussi, on y retourne cette année.
On essaie de faire le tour aussi des pubs ludiques au Québec. On fait des petits tournages dans chacun d'entre eux. Fait qu'on a beaucoup de choses qui se passent. Fait que vous pouvez nous suivre sur YouTube. Ah oui, puis en plus, t'es très impliqué au niveau de la communauté, puis dans les événements ludiques en général. Tu sais, je pourrais parler de l'investissement par rapport au Delirium que tu as décidé de faire volontairement, aussi, dans le fond, les Meeple Olympiades, ou encore même tous les différents tirages que tu fais au niveau de ta chaîne. Vraiment, là, t'as un cœur, t'as le cœur sans main, hein, puis il est gros, ton cœur, il est très très gros, ouvert pour beaucoup de gens. Oui, effectivement, merci. Ben écoute, ça fait partie de mes valeurs de partager ou d'avoir cette générosité avec les gens. Puis plus ma chaîne grandissait, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, qu'on soit capable de redonner un petit peu à la communauté. Puis on a décidé à partir de 2019 de faire des tirages. En fait, à chaque fois qu'on présente un jeu le lundi, on fait tirer une copie du jeu dans la vidéo. Fait qu'on organise un petit concours. Fait que c'est très très populaire, les gens aiment beaucoup ça aussi, puis ça crée un lien aussi avec les gens parce qu'on pour participer, c'est pas compliqué, on pose une question aux gens puis ils répondent en commentaire sur la vidéo YouTube, fait que ça nous permet aussi d'alimenter ça puis de partager avec eux puis de jaser en même temps, fait que c'est vraiment très apprécié. Puis effectivement, j'essaie de faire le tour de pas mal d'événements au Québec là, j'en ai fait beaucoup là, je les ai pas toutes faites encore, il y en a de plus en plus aussi. C'est difficile d'être partout en même temps, mais tu sais, je suis déjà allé aux Journées ludiques de Québec. On avait déjà fait un petit reportage sur cet événement-là. L'année passée, on a eu le Delirium, qu'on est allé, qu'on s'est vu là-bas, qu'on commanditait aussi avec des jeux, tout ça, des choses qu'on donnait. On a fait un reportage encore une fois. Il y a le salon de jeux de société à Montréal qu'on couvre aussi depuis déjà 2 ans, qu'on retourne encore une fois cette année. Fait que ça fait quand même des petits rendez-vous qui reviennent d'année en année. Puis c'est toujours le fun de s'impliquer, de voir les gens. Les gens nous reconnaissent aussi de plus en plus. Là, plus on est là d'année en année, ben, c'est le fun de revoir le même monde, de jaser et tout ça. Fait qu'on commence à être connus tranquillement dans cette communauté-là. Tout à fait, c'est vrai, les gens commencent à nous reconnaître, à nous remercier d'ailleurs pour ce qu'on fait, puis des fois on se rend pas compte de tous les bénéfices qu'on offre aux gens sans même s'en rendre compte. C'est comme si on lance quelque chose, puis finalement quelqu'un la rattrape au vol, puis ça nous fait du bien là, de ressentir tout cet amour-là en général. Là. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ce que tu fais, parce que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement par rapport, oui, à la chaîne, mais aussi dans le monde ludique. C'est quoi qui te passionne le plus de cet univers-là? J'ai l'impression que les jeux de société ne sont pas en train de redevenir populaires pour rien. Je pense que justement avec l'ère de la technologie, l'ère de tout avoir à la portée de la main dans notre téléphone, Internet, les communications, tout ça, on dirait qu'on s'est comme sursaturé, je pense, de technologie. Puis justement, quand on est autour d'une table sur un jeu de société, ben on peut laisser notre téléphone de côté. Puis là, le contact humain revient. On passe un moment ensemble, 2, des fois 3 heures ensemble avec du monde autour d'un jeu. On a du plaisir, on jase, on échange. Fait que je trouve que c'est vraiment ce contact humain-là qui fait du bien. Puis c'est vraiment une activité qui est rassembleuse. Puis que, tu sais, quand on va dans un événement, on peut penser au Delirium ou un événement plus joueur où le but c'est de jouer puis de rencontrer des gens. Puis quand on a cette passion-là, c'est comme aller à la patinoire l'été. Pas l'été, mais l'hiver. Quand tu vas à la patinoire l'hiver, tout le monde met son bâton au milieu de la patinoire. On divise ça en 2, on fait une équipe. On fait 2 équipes, tout le monde joue. Puis c'est pas du monde que tu connais, puis t'as du plaisir, puis c'est le fun. Ben, on dirait les jeux de société, c'est un peu la même chose. Fait que tu t'en vas dans un événement comme ça, que tu connaisses du monde ou pas, où tu vas trouver des gens avec qui jouer, qui vont partager cette passion-là. Puis vous allez passer un super bon moment ensemble. Fait que c'est vraiment ce contact-là humain que je pense qui est important puis qu'on a de plus en plus besoin dans notre société de technologie. Tu parles de hockey, je pense que tu es un grand fan de hockey, toi, à la base, David, je me trompe-tu? Ben non, tu te trompes pas. Je suis un fan des Canadiens, là, fait que je sais pas s'il y a du monde qui sont des fans nostalgiques des Nordiques qui nous écoutent. Mais ouais, le hockey, c'est une autre de mes passions, en fait. J'ai commencé ça quand j'étais à l'université, j'avais un coloc qui suivait le Canadien, comme ben du monde au Québec. C'est ça. Puis il écoutait les séries... plus dans la saison, il écoutait une game de temps en temps, mais tu sais, pas nécessairement assidu, mais quand les séries arrivaient, là, il écoutait ça de façon un peu plus religieuse. Puis à l'université,
soit je vais faire des travaux ou je pourrais m'asseoir ici puis écouter une game de hockey. Tu sais, des fois, on cherche une raison à procrastiner. Là. Fait que j'écoutais des games de hockey avec lui de temps en temps. Puis tranquillement, à force d'en écouter, j'ai fini par aimer ce sport-là, puis de plus en plus. Puis avec le temps, même quand j'ai déménagé, quand je restais plus avec ce coloc-là, j'ai continué à l'écouter. Puis cette passion-là a tranquillement grossi. Puis à un moment donné, ça a tellement grossi que j'ai décidé à 27 ans d'aller jouer au hockey. Oh, OK. Mais je savais pas patiner. Wow. Fait que je partais quand même de loin. Puis j'avais quand même des problèmes de santé au niveau des poumons. J'avais pas un trop bon cardio. J'ai quelque chose quand j'étais jeune, dans le fond. Puis c'est ça, j'ai un morceau de poumon qui fonctionnait plus. Fait que c'est un peu plus difficile pour faire l'exercice comme ça. J'ai pris des cours de hockey pour adultes, ça existe. C'est quand même drôle, tu as tout ton stock de hockey, tu as même ton bâton, tout ça, puis ils t'apprennent à patiner avec ton stock de hockey. C'est vraiment des cours pour jouer au hockey. Hein. Et j'ai suivi ça avec un de mes amis, puis je me suis entraîné dans une ligue amicale, une ligue mixte qu'on a commencé à jouer ensemble. Fait qu'à 27 ans, là, je me suis lancé dans le hockey. Puis tu joues-tu régulièrement présentement? Est-ce que tu fais ça justement à temps perdu un peu avec la chaîne ou En fait, j'ai pris ma retraite l'année passée, malheureusement. J'ai accroché mes patins l'année passée. Dans le fond, la maladie que j'ai eue quand j'étais jeune, il y a 5-6 ans, c'est comme revenu un peu plus fort. Puis, dans le fond, ça a fait qu'une de mes veines principales près de mon cœur, elle fonctionne plus, elle est bouchée dans le fond. Mm-hmm. Puis, ça a changé un peu ma condition physique depuis ce temps-là. Puis, on dirait que, tu sais, oui, j'ai moins d'énergie à cause de tout ça, mais, tu sais, le hockey, ça me demandait beaucoup d'énergie, jouer ma partie de hockey par semaine. Puis on dirait que d'année en année, mon réservoir d'énergie a plus de misère à se remplir, si on veut. Fait que l'année passée, j'ai décidé d'arrêter, là, je sais pas pour combien de temps, ou je sais pas si ça va être définitif ou pas. Mais j'ai mis ça de côté parce que ça me demandait trop d'énergie, justement, avec les autres activités dans ma vie. Bon, la chaîne qui prend beaucoup d'énergie, mais tu sais, j'ai aussi mon travail à temps plein d'enseignant. Oui. 80% d'enseignants que je fais depuis l'année passée. C'est quand même du temps plein, là, on s'entend. Ouais, on sait c'est quoi une tâche d'enseignant. C'est assez intense comme métier. Fait que c'est ça. Pour tenter de trouver un peu l'équilibre dans ma vie, j'ai décidé de mettre le hockey de côté pour l'instant. Peut-être quand je vais revenir à un niveau d'énergie un peu plus haut, je vais peut-être me réessayer, mais pour l'instant, on le sait pas. OK. Puis c'était justement, je pense que tout a commencé la chaîne, c'était en lien un petit peu avec toute cette situation-là, je pense, qui est comme réapparu, si je me trompe pas. Tu peux-tu nous expliquer un peu davantage là-dessus? En fait, ça a été un des catalyseurs qui a parti ma chaîne. Parce que, en traversant un peu cette épreuve-là de ma santé, tout ça, de ma baisse d'énergie, puis de m'adapter à mes nouvelles conditions physiques, ça a demandé beaucoup d'adaptation dans ma vie, puis ça a demandé beaucoup aussi de... C'est comme vivre un deuil, en fait. T'sais, si on dit d'un matin, toi, pour le reste de tes jours, tu vas avoir maximum 70% d'énergie d'une personne normale. T'sais, ça a l'air de rien. On dit, je vais faire moins d'affaires, mais c'est pas aussi facile que ça à faire. Puis c'est ça se vit un peu comme un deuil. Puis les premières étapes, c'est un peu d'accepter ça, puis de trouver des pistes de solutions aussi, de trouver des choses qui vont nous intéresser autour de ça. Puis je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, quand je traversais cette épreuve-là, c'était un peu décourageant dans les débuts. Puis on dirait que quand on est découragé ou qu'on sait plus trop quoi faire, on se fixe pas d'objectif à long terme. Mm-hmm. On se dit, là, je vais vivre au jour le jour, puis pour l'instant, ça va mal, mais je sais pas si dans 2 mois, ça va aller mieux, si dans 3 mois, ça va aller mieux. C'est une maladie un peu de traite, là, ça peut comme revenir n'importe quand, fait que c'est comme jamais. Là, mm-hmm. Ça peut revenir dans 2 ans, ça peut revenir dans 20 ans, ça peut ne jamais revenir, on le sait pas. Fait qu'à ce moment-là, j'avais tout annulé un peu mes projets à long terme, puis j'y allais un peu comme ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé justement que j'en avais plus de projets à long terme, puis souvent, c'est ça un peu qui nous pousse à avancer dans la vie, puis avoir un objectif ou quelque chose qu'on peut mettre de l'énergie, un projet. Fait que j'ai décidé pour justement pallier à tout ça, puis d'avoir un projet qui est vraiment à moi, puis qui est vraiment quelque chose de positif dans ma vie, sur lequel je pourrais mettre de l'énergie, puis ça me permettrait d'avancer. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube à ce moment-là pour pouvoir avoir ce projet-là dans ma vie.
puis m'aider à traverser cette épreuve-là, puis à accepter de vivre avec cette maladie-là tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'on réalise pas nécessairement à l'écran quand on écoute tes vidéos ou quand on commence à être plus à l'affût de ce que tu crées comme contenu. Mais c'est des choses qui sont quand même importantes, je pense, à prendre en considération quand on t'écoute. Puis ta famille, les amis, justement, les gens qui sont par rapport à la chaîne, comment est-ce que les autres ils voient ça, toute cette circonstance-là au niveau de ta santé personnelle? Ben, en fait, quand ils m'ont vu partir ce projet-là, ben, je pense que tout le monde était content de voir que justement, ben, je voulais un peu tasser la maladie de côté puis d'aller mettre mon énergie dans ce projet-là. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a été comme thérapeutique, si on veut. C'est drôle à dire quand même. Mais ça a été vraiment thérapeutique puis ça m'a vraiment aidé à progresser. Puis j'ai eu beaucoup de support, que ce soit mes amis, mes collègues, tout ça. Ma famille, pour traverser ces épreuves-là, puis lancer ce projet-là aussi. Les gens y ont cru tout de suite. Puis, tu sais, on parle tout le temps du nombre d'abonnés ou du nombre de views, tout ça, quand on part à un projet comme ça. Puis, quand je l'ai parti, c'était vraiment pour moi. Tu sais, je le partais de façon thérapeutique. Puis, tu sais, oui, je partageais cette passion-là avec mes vidéos, tout ça. Puis, tu sais, c'était le fun d'avoir des vidéos d'explication ou des critiques. Mais, tu sais, que j'ai 50 visionnements ou que j'ai 100 ou 200 ou 300 visionnements, au début, je m'en foutais. Puis, tu sais, je faisais mes vidéos, j'aimais ça, puis c'était le fun. Puis, tranquillement, ben, ça grossit quand même rapidement. Mais, tu sais, ça grossit moins rapidement que les gens peuvent le penser. On dirait que tout le monde pense que tu fais une chaîne YouTube, puis, tu sais, avoir 1000, 2, 3000 abonnés, c'est comme facile, mais, tu sais, ça l'est pas, là. Non, vraiment pas. Tu sais, jeux de société, tu sais, oui, c'est en vogue, puis c'est super populaire, mais ça reste un domaine qui est extrêmement petit. C'est très niche, là, surtout en français. Tu sais, on a un bassin qui est pas si gros que ça de joueurs de jeux de société, si on veut comparativement en anglais, là. Mais, tu sais, ça, le projet a progressé d'année en année, puis ça a vraiment fait un effet boule de neige, puis ça a vraiment beaucoup aidé ma situation. Ah oui, ben j'imagine ça te permet d'avoir les idées ailleurs, ça te permet de diversifier aussi ton quotidien. Tu sais, non seulement tu joues à des différents jeux, mais tu rencontres des différentes personnes. Y a-tu des gens justement que tu as eu l'opportunité de rencontrer qui ont un peu changé ta vie ou qui ont un peu changé ta perspective des choses dans le jeu? Ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenus quand même de très bons amis depuis que j'ai parti ma chaîne. Puis tu sais, quand j'ai parti ma chaîne, je sais que JP avec l'école du jeu, ça faisait quelques mois que c'était parti. Puis quand j'ai vu la chaîne à JP partir, je pense que c'était comme en novembre à peu près. Puis moi, je planifiais partir mon projet, mettons, février-mars de la même année, quelques mois après. Parce que je travaillais dessus, puis j'avais comme une demi-année sabbatique qui s'en venait. J'allais mettre de l'énergie là-dedans. Puis je me souviens quand JP, j'ai vu ses premières vidéos sur YouTube, j'avais communiqué avec lui, tu sais, en disant c'est cool ton projet, continue, puis tu sais, moi aussi je veux me partir de quoi dans quelques mois, pis tout ça. Puis finalement, ben tu sais, on est devenus quand même des bons amis avec le temps, on a tout le temps échangé beaucoup sur nos chaînes, comment ça allait, nos affaires, comment qu'on gérait ça, pis tout ça. Nos chaînes ont grandi ensemble, puis tu sais, JP, tu le sais, c'est quelqu'un aussi extrêmement généreux, tu sais, c'est quelqu'un, c'est toujours le fun de jaser avec lui. Fait que tu sais, avec le temps, c'est devenu un bon ami. Après ça, ça a été drôle parce que j'ai rencontré Martin Lafrenière de Zone Jeux de Société. Martin, quelques mois après le début de ma chaîne, j'avais un article dans le journal de Sorel sur ma chaîne YouTube. Puis je connaissais quelqu'un au journal qui avait fait un petit article sur ma chaîne YouTube, trouvait ça le fun, puis que ça aurait été le fun de mettre ça dans le journal. Puis Martin, en fait, il est originaire de Sorel, puis ses parents sont encore à Sorel. Fait que son père, il a vu mon article dans le journal, puis il a montré ça à Martin. Il a dit « Hey, tu connais-tu ce gars-là? Il y a une chaîne de jeux de société comme tu viens de partir, tout ça. » Fait que là, après avoir vu cet article-là, Martin, ben c'est là qu'il a communiqué avec moi puis qu'on a commencé à échanger pour la première fois. Wow! À cause que son père a vu mon article dans le journal, puis après ça aussi, Martin, c'est devenu un super bon ami avec le temps. On se voit souvent, puis on joue ensemble, on fait des collaborations, des vidéos ensemble aussi. Fait que, tu sais, on a connu après ça, quand on a Participation Board Game, c'est là que je t'ai connu un peu plus. On a connu aussi Martin Montreuil avec Passion Board Game. On a connu, c'est là que j'ai connu Joe aussi un peu plus, qui était à l'école du jeu avant. Sylvain aussi. Fait que tu sais, j'ai connu beaucoup de gens avec ce projet-là. C'était un beau projet, Passion Board Game. C'est un site web
qu'on avait lancé plusieurs YouTubers ensemble. Puis ça nous a fait connaître aussi beaucoup d'autres gens là-dedans. Puis après ça, après les YouTubers, si on veut, je commence aussi à connaître des gens un peu dans l'industrie ou des gens de certaines compagnies, des éditeurs, des auteurs de jeux aussi, des gens qui sont super sympathiques. On dirait que le domaine du jeu, c'est un domaine le fun. Puis on dirait que le monde qui sont dans ces compagnies-là, c'est du monde aussi le fun, c'est du monde qui consomme du jeu. Fait que, c'est des gens c'est des joueurs à la base, en fait. Là. C'est des gens comme nous. Fait que, on a tout le temps quelque chose en commun avec eux à jaser. Fait que, rencontrer beaucoup de gens vraiment magnifiques avec ce projet-là. Puis, quand on va dans des conventions, on peut, comme le Delirium, Journée ludique de Québec, des conventions de joueurs aussi, on rencontre plein de monde qui suivent nos vidéos aussi. Puis, des fois, on a le temps de s'asseoir, de faire une petite partie avec eux autres. C'est toujours le fun aussi. Oui. Fait qu'on a rencontré beaucoup de gens aussi comme ça, à force d'aller dans des événements et tout ça. Fait que aujourd'hui, c'est rendu vraiment des bons amis qui ont été issus de cette chaîne-là. Mm-hmm. Puis tu sais, qu'est-ce que tu espères le plus, admettons, pour les prochaines années, pour Professeur Board Game, pour le jeu, pour toi en général? C'est quoi que tu aimerais voir se réaliser, tu sais? On a quand même fait beaucoup de choses, je te dirais. En 3 ans, oui, on a les vidéos, on a les événements. Comme tu as un peu parlé tantôt, on a même organisé un événement annuel, là, les MIPO Olympiades. Fait que ça, on a ça aussi qui continue, qui est quand même un gros morceau. Ouais, puis les inscriptions, ça se remplit vite, là, en dedans de quoi, une semaine peut-être, même pas, là? Ça a pris peut-être un mois avant que ça remplisse, mais c'est la première année qu'on était plein pour la compétition, fait qu'on était content aussi de voir que ça gagnait en popularité. Mais qu'est-ce qu'on veut pour les prochaines années? C'est sûr que la prochaine étape, on aimerait ça aller couvrir un salon en Europe. On aimerait peut-être aller à Cannes ou à Essen, mais les timings de ces salons-là sont compliqués. C'est comme en plein milieu de l'année scolaire. Fait que prendre congé, c'est moins évident. Ouais, c'est ça. Ça demanderait plus de sous, en fait. Là. Donc, on jongle avec ça, mais avec le temps, ça serait nos prochains objectifs, je pense, d'aller couvrir quelque chose en Europe, d'aller faire quelque chose en Europe, ça serait vraiment le fun. Fait que si on peut tranquillement avoir les fonds pour ça. Puis cette année, ma chaîne prenait de plus en plus de place. J'ai décidé aussi de moins travailler comme enseignant. J'ai baissé ma tâche à 80%, on en a parlé tantôt. Mm-hmm. Mais pour vrai, ça a fait une grosse différence cette année d'être à 80%, puis ça m'a permis de mieux balancer les deux ensemble, là, le travail et la chaîne YouTube. Puis ça m'a permis d'être plus en forme aussi, de garder un peu plus d'énergie. Fait que je pense que c'était un bel équilibre. Je le continue l'année prochaine comme ça. À long terme, j'aimerais peut-être encore baisser un peu plus l'enseignement si jamais la chaîne générait plus de revenus ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Atteindre un 50-50, ça serait, je pense, mon objectif ultime. Okay. Mais ça peut prendre plusieurs années, peut-être que ça arrivera jamais à ce point-là, mais ça serait comme mon objectif ultime d'être 50% enseignant puis 50% sur la chaîne. Puis est-ce que toi, mettons justement, est-ce que tu serais prêt à juste tout simplement mettre de côté l'enseignement pour faire ça à temps plein, ou tu voudrais garder quand même l'enseignement? Puis si oui, sinon pourquoi? Ben non, je pense que d'avoir mon 50-50, ça me permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes. Je pense pas que je voudrais que ça devienne ma job à temps plein, la chaîne. On peut penser à Tom Vassell, c'est quelqu'un qui en a fait beaucoup pour les YouTubers. Ça a été vraiment un pionnier, puis c'est encore comme un monument dans l'industrie du jeu, mais on dirait ça fait plusieurs années qu'il fait ça à temps plein, puis on dirait qu'avec le temps, on dirait que, je sais pas, même si c'est un gars super passionné, on dirait que il passe tellement de jeux ou tout ça, des fois il a l'air blasé là, dans ses vidéos, puis c'est peut-être justement que c'est rendu un peu trop routinier, ou c'est rendu un peu trop une job, ou les jeux passent comme des numéros, fait que je veux pas nécessairement atteindre ce plateau-là. Puis l'enseignement, j'aime encore beaucoup ça. C'est un super beau domaine, malgré tout ce qu'on entend. Le contact, le lien avec les élèves. Moi, je suis un enseignant qui parle beaucoup, qui fait un beau lien avec ses élèves. Justement, ce que je te racontais un peu sur ma maladie tantôt, j'en parle avec mes élèves au début de l'année. Puis ils sont un peu impressionnés par ça. Ça crée une espèce de lien émotif à ce moment-là. Puis après ça, on peut travailler avec eux, on peut leur faire n'importe quoi. Mais ils ont ce lien d'attachement-là, puis sont contents de l'avoir. Puis à la fin de l'année, des fois, ils nous le disent. Ce que tu nous as dit,
je trouve que t'as beaucoup de courage, ou c'est inspirant, ou tu sais, moi j'ai vécu telle affaire cette année, mais tu sais, j'ai pensé à toi puis tes affaires, puis je me suis dit finalement c'était pas si pire que ça. Fait que tu sais, ça sert un peu d'inspiration pour les jeunes, puis c'est un peu pour ça que j'en parle beaucoup. Puis j'ai besoin, on dirait, de ce contact-là avec les jeunes. Je l'aime, cette job-là. Même si c'est une job qui est épuisante, puis que des fois on a les pires journées, mais des fois on a les meilleures journées aussi. Tu sais, quand tout va bien dans une classe, puis que c'est le fun, puis que ça roule avec les élèves, puis on a du plaisir à enseigner. C'est vraiment des beaux moments, puis je pense que j'ai besoin de ces moments-là. Fait que je pense pas que je laisserais l'enseignement de côté, mais j'aimerais avoir un meilleur équilibre entre les deux. OK. Puis, parlant du public, justement, puis d'être en contact avec les gens, à l'école du jeu, par Jean-Georges, j'ai comme tout le temps une petite section que je laisse libre pour que les gens puissent te poser des questions. Puis j'ai eu quelques questions, notamment venant de 3 personnes. Tout d'abord, il y a Caroline qui t'a demandé qu'est-ce qui t'a fait sombrer dans le vice du jeu? Le premier jeu qui t'a rendu accro? Le premier jeu, c'est vraiment un classique. Je vais y aller avec Carcassonne. Oh, OK. Donc, au début des années 2000, j'étais à l'université, moi, dans ce temps-là, puis j'allais à l'UQAM à Montréal. Puis j'avais un de mes amis, Pat, qui lui allait à l'université de Sherbrooke. À l'université de Sherbrooke, à cette époque-là, puis je pense encore aujourd'hui, ils ont un club de jeux. Principalement du jeu de rôle, là, les gens qui jouent à D&D ou Vampire, ces choses-là, mais leur club de jeux avait aussi des board games. Fait que le club de jeux achetait des jeux, fait qu'il y avait un local à l'université avec des jeux dedans. Puis les gens, des fois, pouvaient les louer la fin de semaine, partir avec, puis les ramener au club la semaine d'après. Fait qu'on allait le voir à Sherbrooke, puis dans le fond, on allait veiller à l'université au club de jeux. Puis là, on jouait à des jeux, puis c'est là que j'ai découvert Carcassonne, Arkham Horror, le Chevalier de la Table Ronde, des Citadelles, vraiment des jeux classiques. Puis je pense que Carcassonne, ça a été vraiment un des premiers jeux que quand je l'ai découvert, j'avais comme tout le temps le goût de rejouer. Puis évidemment, je suis allé me l'acheter. J'avais le goût de le montrer à tout le monde, puis de jouer avec tout le monde. Puis c'était un jeu vraiment accessible, qu'on pouvait jouer avec n'importe qui. Fait que je pense que ça a été vraiment un des premiers, là, ça a été Carcassonne. Puis le jeu qui t'a le plus déçu? Le jeu qui m'a le plus déçu? Wow! C'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Je pense à un récemment. J'ai joué à Charterstone. Je sais pas si tu as fait la campagne de Charterstone. Oui, non, j'ai pas fait. Tu l'as pas fait. Charterstone, c'est un jeu de placement d'ouvriers comme Legacy, si on veut. Le principe est très cool. Là, à force d'évoluer, on débloque des bâtiments qui sont des genres de collants qu'on met sur le plateau, puis chaque joueur aménage un quartier à sa couleur avec des bâtiments et tout ça. Le principe est vraiment cool, mais on dirait qu'après plusieurs parties, dans le fond, tout ce qu'on fait finalement, c'est faire son espèce de combine de bâtiments qu'on s'est construit dans notre quartier, puis on se fout un peu de ce que les autres ont construit de l'autre bord. Fait que ça devient un peu répétitif finalement. Alors que ça devrait être un jeu que chaque partie va être super différente, alors que finalement tu fais tout le temps la même combine. Fait que ce petit côté-là m'a déçu, puis c'est ça. Ma campagne, comme on dirait qu'on était tous un peu dans cet esprit-là quand on l'a joué, puis d'après moi, on la finira pas. On est comme à moitié, fait que tu sais, on est comme ça nous a un peu laissé sur notre appétit, si on veut. OK. Encore venant de Caroline, dans le fond, une mécanique de prédilection. Quelle mécanique que tu aimes le plus? Je vais y aller avec le deck building. Deck building, je suis un gros fan de deck building. J'ai beaucoup de mes jeux préférés qui sont deck building. Clank, On peut penser à Clank, on peut penser à Legendary, oui. On peut penser à Tyrant of the Underdark. Donc c'est vraiment des excellents jeux, mais c'est tous des deck building. Quand j'étais jeune, j'étais un joueur de Magic. Oh, OK. Quand j'étais en 5-6e année à peu près, secondaire 1, donc dans ces 2-3 années-là, j'ai joué beaucoup à Magic. Tout mon argent de poche est passé. Des fois, je travaillais les fins de semaine à l'usine de mes parents, je ramassais un peu d'argent, j'allais acheter mes cartes Magic, puis je montais mes decks, puis j'ai même fait des petits tournois. Il y avait un magasin de cartes à Sorel dans ce temps-là. Fait que j'allais faire des tournois avec mon frère puis mon oncle. Puis j'avais même gagné, je me souviens, à 12 ans, j'avais gagné un tournoi contre des adultes. Là. J'avais gagné un tournoi avec mon petit deck de blanc, un petit deck avec plein de petites créatures, tout ça. Fait que j'ai toujours aimé construire des decks à cause de Magic.
Fait que quand j'ai découvert les deck building, mais tu sais, ce feeling-là de construire des decks, automatiquement, c'est sûr que j'allais triper sur ces jeux-là. Fait que le deck building, c'est définitivement une de mes mécaniques favorites. Ah, génial. On continue avec Marie qui a 2 questions. La première, c'est quoi la place des jeux de société dans le cadre scolaire? Ils ont une belle place qu'on prend pas assez, selon moi. Moi, c'est sûr, j'enseigne au secondaire, c'est peut-être plus difficile, parce qu'en plus, j'enseigne dans une discipline, tu sais, bon, j'enseigne en sciences, là. Fait qu'à ce moment-là, il y a peut-être moins de possibilités de faire des apprentissages par les jeux. Mais je peux penser aux enseignants au primaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être prises pour faire des activités pédagogiques autour d'un jeu. J'ai des collègues en orthopédagogie qui ont eu une formation cette année pour faire des ateliers d'apprentissage par les jeux. Wow! Donc, c'était quelqu'un qui avait monté un atelier, qui avait ciblé tel jeu, puis tel jeu, tu peux pratiquer la planification à court terme pour un élève, ou tel jeu, tu peux pratiquer les multiplications, ou tel jeu, tu peux pratiquer telle affaire. On peut penser à un jeu comme ton King Domino. Ouais. Donc, tu pourrais monter un atelier mathématique au primaire avec King Domino pour pratiquer les multiplications pour le scoring. Puis en plus, je pense que de jouer à ce jeu-là, mais tu planifies un peu la planification à long terme, moyen terme. Là. Fait que, de planifier ce qu'on fait d'avance pour les élèves, ça peut être super bon parce que on dit souvent qu'ils ont des gros problèmes dans ce qu'on appelle les C1 en mathématiques, là, les gros problèmes mathématiques comme plein de pages, puis que les élèves ne savent jamais par où commencer. Ouais, c'est combien d'oranges Joseph après avoir rencontré Marie? Là, ouais, c'est ça, là, des grosses affaires de même. Fait que souvent, c'est juste un problème de planification. La misère à planifier, la première étape, il faut que je fasse ça. Après ça, je vais faire ça. Fait que je pense de jouer à un jeu comme ça, mais c'est comme, ok, je vais drafter telle tuile, ok, je vais pouvoir aller la placer à telle place, ok, puis là, je vais drafter en premier, je vais pouvoir prendre telle autre tuile après. Fait que tu sais, d'avoir ce raisonnement-là, je pense, dans la tête d'un jeune, ça va être bon à long terme. Il va pouvoir l'appliquer ailleurs quand il va arriver dans ses matières scolaires. Puis quand il va arriver pour compter ses points à la fin de la partie, ben là, il va pratiquer ses tables de multiplication. Ce qui est peut-être un peu plus fun que de faire des duels de multiplication. Ouais, c'est ça. Comme on faisait quand on était jeune. Ouais. Fait que je pense qu'il y a des belles portes qui seraient ouvertes aux jeux dans l'enseignement qui sont pas assez exploitées. Je sais pas si peut-être parce que les enseignants connaissent peut-être pas assez les jeux de société ou quoi que ce soit, mais c'est clairement quelque chose qu'on pourrait exploiter. Cette année, je voulais essayer... c'est un peu utopique, là. Tu sais, comme enseignant, on n'a pas beaucoup de temps libre. Non, en effet. Mais je voulais essayer de monter justement un atelier avec King Domino. C'est pour ça que je parlais de lui tantôt. Je voulais monter un atelier justement pour le primaire, puis d'aller l'offrir à des collègues au primaire pour aller le tester dans leur classe. Mais j'ai pas eu le temps. Okay. Évidemment, mais c'est quelque chose que je voudrais faire à long terme aussi. Essayer de monter des petits ateliers pédagogiques avec des jeux, puis d'aller animer ces ateliers-là dans des classes. Je pense qu'au primaire, ça va être plus facile ou plus propice. Là, de faire des ateliers d'apprentissage. Parfait. Une deuxième question de Marie qui va un petit peu aller avec notre sujet. Est-ce qu'il y a des jeux que tu attends avec impatience prochainement? Oui. Tout le temps. J'en ai un en particulier. Moi, je suis pas un gros fan de Kickstarter. Je supporte à peu près 3 projets par année. C'est pas une exagération. Fait que, c'est vraiment avec modération. Bon, j'ai l'avantage de connaître LP qui en supporte 40 par année. Non, exactement. J'ai ça aussi. Mais il y a un jeu que j'ai supporté sur Kickstarter, un gros jeu. Là. C'est rare que je supporte un jeu qui coûte 100$ et plus sur Kickstarter. Je fais jamais ça. En fait, j'ai fait ça la première fois que j'ai supporté un jeu, puis j'avais été tellement déçu par ce jeu-là que ça avait un peu freiné mes ardeurs. J'aurais pu mettre ce jeu-là aussi dans les déceptions. C'était le jeu Ghostbusters. Ok, ouais. Mais en fait, le jeu que j'attends le plus, c'est un jeu qui s'appelle Edge of Darkness. Ok, ouais. C'est un jeu de card crafting, là, dans la même veine que Mysticville, mais c'est comme un gros jeu un peu plus complexe avec du card crafting. T'as une espèce de deck building commun où tout le monde va booster des cartes qui vont aller dans un deck commun. T'as une espèce de grosse tour avec des genre de threat tower là, avec des trucs qui vont tomber des tours, tout ça, qui vont pouvoir activer les effets des méchants, tout ça. Et ça a l'air un jeu assez intense avec beaucoup de choses. Le matériel a l'air assez fou aussi là. Fait que ça fait quand même longtemps que je l'attends. Je pense que c'est au début 2018. Que la campagne Kickstarter était, fait que ça fait comme au moins 1 an et demi que je l'attends.
Puis il devrait arriver cet été. Là, il vient d'arriver dans les entrepôts. Fait que le shipping va commencer d'une journée à l'autre. Ouh, fait que tu dois avoir vraiment hâte. Oui. Puis une dernière question, en fait, elle nous vient de Marc-Olivier. Il veut savoir qui est ton membre de l'école du jeu préféré? Pourquoi c'est Vincent? C'est vraiment sa question en plus. Désolé Vincent, mais il va falloir que je le donne à JP quand même. Parce que, évidemment, JP, c'est comme le fondateur de l'école du jeu. Puis, ayant moi-même parti ma chaîne YouTube, je sais tout le travail qui est derrière partir de zéro avec une chaîne YouTube pour en arriver jusque vous êtes aujourd'hui. Tu sais, je sais tout le travail, tout ce que JP a mis derrière ça. Puis, comme pour l'avoir fait moi-même, j'ai un gros respect pour lui. Puis à cause de ça, faut que je lui dise que c'est lui mon membre préféré de l'école du jeu. JP, il va falloir que il va falloir qu'on jase. Alors, nous sommes maintenant de retour pour la deuxième partie du Parle-Parle Jase-Jase. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le concept, eh bien, c'est simple. Cette deuxième partie, nous discuterons, David et moi, d'un sujet que l'invité, c'est-à-dire David, a choisi. Et ça a été un petit peu à l'avance et en même temps spontané notre sujet d'aujourd'hui, mais je pense que c'est très circonstanciel par rapport à notre été qui va être quand même assez chargé à moi et à David parce qu'on s'en va au Gen Con, n'est-ce pas? Oh yeah! Yes! Donc justement, le sujet en tant que tel, David, est-ce que tu veux nous l'introduire? Ce à quoi tu avais pensé nous jaser aujourd'hui? Ben oui, en fait, moi ça va être ma 3e année au Gen Con, qui est quand même la plus grosse convention de jeux en Amérique du Nord, il y a à peu près 60 000 personnes, 60 000 visiteurs au Gen Con. Je sais que toi, c'est ta première année au Gen Con, puis je me fais souvent demander par des abonnés ou qui laissent des commentaires ou des questions, justement, hey, Gen Con, là, tu sais, combien ça coûte? C'est quoi qu'on peut faire là-bas? Comment il faut s'organiser? Ça prend combien de temps en auto? Quoi que ce soit. Donc, d'avoir plein d'informations utiles pour des gens qui voudraient aller au Gen Con. Je me suis dit, comme c'est ta première fois, mais en plus, toi, ça pourrait t'aider ou t'aiguiller dans ton voyage à Gen Con, d'avoir des informations supplémentaires sur cette magnifique convention. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Mais écoute, peut-être tu peux commencer le bal en disant un peu c'est quoi ta formule gagnante que tu as trouvée depuis les 2-3 dernières années. Est-ce que toi tu participes justement, il y a une loterie je sais qu'il y a une loterie en général pour les hôtels. Est-ce que toi tu participes à ça ou tu as un hôtel un peu de prédilection dans lequel tu réserves vraiment à l'avance? Fait que la première affaire à savoir pour la Gen Con, ça prend un badge. Oui, c'est vrai, avant de parler Nous autres, on est chanceux parce qu'en étant média, on a un badge média qu'on n'a pas à débourser. Mais si vous êtes un visiteur normal, ce que je savais pas les premières années, fait que j'avais quand même acheté mon badge normal, même si j'avais un badge média. Mais ça, personne me l'avait dit. Okay. C'était à moi de mieux lire les indications. Donc, pour avoir un badge, généralement, les badges sont en vente au mois de janvier. Donc, ils vont cibler une journée qui est généralement un dimanche. Fait qu'à midi, ça va ouvrir pour la vente des badges. Vous pouvez acheter un badge, c'est sûr que si vous venez du Québec, idéalement, tu vas acheter un badge de 4 jours. Là, tu peux rester toute la convention tant qu'à faire le voyage. Ouais, parce que c'est quoi, c'est 13 heures en voiture à peu près? C'est une quinzaine d'heures à peu près. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, ça vaut la peine de venir les 4 jours. Puis, la première année, on avait peur que 4 jours, c'est comme, hey, c'est long 4 jours en convention. Il me semble que, je sais pas, après 2 jours, on sera pas tanné. Ouais. Puis justement, Gen Con, il y a tellement d'affaires à faire, tellement d'affaires à voir que 4 jours, là, t'en as même pas assez pour tout voir ou tout faire ce que tu veux faire. C'est sûr que tu t'emmerderas pas à 4 jours. Fait que là, t'achètes ton badge qui coûte à peu près 110 $ américains de mémoire. Fait que c'est 150 Canadiens à peu près au final pour tes 4 jours. Fait que c'est quand même assez abordable là, pour avoir accès à ton Gen Con. Ensuite, quelques mois plus tard, ils vont débarrer la fameuse loterie des hôtels. Et depuis 3 ans que j'y vais, je participe toujours à cette loterie-là. Okay. C'est comme ça que je trouve mon hébergement. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser des Airbnb ou des choses comme ça plus externes à Gen Con pour se trouver du logement pour la convention.
Le désavantage avec Airbnb, oui, tu peux payer moins cher, mais bon, tu sais, il peut toujours avoir un empêchement de dernière minute ou quoi que ce soit. Ouais. Alors qu'un hôtel, ben, les chances que ta réservation soit annulée, tu sais, que l'hôtel passe au feu ou quoi que ce soit, sont plus minces. Sont plus minces. Donc, je participe à cette loterie-là. Donc, ils vont encore une fois fixer une date où la loterie va partir. Puis la loterie, c'est comme acheter des billets aux Canadiens, là. Fait que, tu sais, quand ça ouvre à midi, tu cliques dessus, puis là, ils vont te mettre dans une espèce de queue virtuelle, puis là, quand ton tour va arriver, ben là, ils vont t'offrir des choix d'hôtels, puis là, tu vas choisir en conséquence du nombre de personnes que tu veux dans ta chambre, quoi que ce soit. Nous autres, l'année passée, on était 5, fait qu'on était un peu plus limité sur les autres, pas tous les hôtels qui ont des chambres à 5, quoi que ce soit. Non, en effet. Là, cette année, on y va à 4, fait qu'on avait un peu plus d'options. Puis c'est assez ironique parce qu'on est tombé dans le même hôtel que l'année passée avec la loterie. Ah ouais. Fait qu'on s'est dit, mais là, on va déjà le connaître en plus, puis on va connaître le chemin aussi pour se rendre. Fait que, on a pris la même hôtel que l'année passée, puis ça se pourrait même qu'on ait la même chambre que l'année passée. Ça serait vraiment drôle. Wow. Ok, ça serait vraiment drôle. Fait que nous, on y va, on est allé à 4 ou 5. C'est sûr que l'hôtel dans la loterie Gen Con, c'est pas donné, là. C'est quand même assez dispendieux pour l'hébergement. Puis t'es pas nécessairement près du site de Gen Con, parce que Gen Con est au centre-ville. T'as un gros centre de convention au centre-ville d'Indianapolis. Donc, les hôtels au centre-ville même sont encore plus chers. Fait qu'évidemment, c'est sûr que t'as quand même beaucoup de moyens pour aller t'héberger à 5 minutes à pied du site. Mm-hmm. Nous, ce qu'on a fait dans les dernières années pour payer moins cher d'hébergement, c'est que, on prend un hôtel qui est environ à 20-25 minutes de voiture de Gen Con. Ça se fait vraiment bien pour vrai. La première année, on avait un petit peu peur, de dire, c'est plate, on va faire un voyagement, c'est long, tout ça. On le faisait en taxi ou en Uber, là. Finalement, on s'est rendu compte que c'est une ville qui n'a pas tant de trafic que ça, pour quoi que ce soit. Fait que l'année passée, on a décidé de le voyager nous-mêmes. On avait pris la passe de stationnement. Qui se vend 50-60$, qui est c'est quand même bien là, pour un stationnement pour toute la convention. Ben, pour 4 jours, en effet, là, oui, ça revient à 12$. Mais non, c'est bien correct. Puis t'es en face. En fait, le stationnement, c'est le stationnement du stade de football des Colts d'Indianapolis. Bon. Parce que le stade de football est en face du centre de convention. Puis Gen Con loue le stade. Mm-hmm. Il y a des événements de jeu dans le stade. Le soir, tu peux aller au stade puis du gaming là-bas. Ça, on va en reparler tantôt. Ouais, c'est ça. Mais fait que le stationnement, c'est le stationnement du stade. Fait que t'es stationné, tu traverses la rue, t'es dans le centre de convention. Merci, bonsoir, c'est fait que c'est vraiment simple. Puis pour vrai, là, tu fais ton 20 minutes en auto, là, puis il y a zéro trafic. Là. C'est même pas proche de Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Vraiment pas de trafic, c'est vraiment tranquille la fin de semaine. Là. Fait que ça vaut la peine. Ben, c'est parce que premièrement, t'as pas de pont à traverser, contrairement, mettons, à l'île de Montréal. Tu sais, la plupart des gens aussi utiliseront pas leur voiture pour éviter d'avoir des frais, puis ils vont utiliser un Uber. Fait que, tu sais, souvent, ça facilite aussi la route. Puis aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire, les Uber, qu'ici au Québec, tu sais. Fait que oui, il y a plein d'avantages, oui, à être un hôtel un peu plus loin. Puis aussi, ça te permet de faire ta préparation, j'imagine, dans la voiture, tu sais. De la journée, qu'est-ce que telle personne ou telle autre personne veut aller voir, votre planification un petit peu à court terme là, de la journée. Ouais, ça, généralement, on peut le faire même avant là, dans la chambre d'hôtel. Mais ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tu as fait le graffiti Professor Board Game was there 2018-2019? Ouais, ça c'était dans le lobby de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Peut-être toute la ville tombe en mode Gen Con, là, parce que c'est tellement gros comme événement pour cette ville-là que tous les hôtels ont aménagé, ils ont pris les salles de conférence dans l'hôtel puis transformé ça en gaming room. Oh! Fait que quand t'arrives le soir, tu peux aller là puis gamer, tu peux même jouer avec du monde dans l'hôtel. Tous les hôtels, c'est comme ça. Le monde joue partout à Gen Con. OK. Fait que pour finir la parenthèse des hôtels, oui. le fait de faire cette petite 20 minutes d'auto-là, matin et soir, ben en fait, ça fait que l'hôtel nous coûte, c'est à peu près, je pense que c'est 150 US à peu près la nuit. OK. 150-160 US la nuit. Fait que tu sais, à 4 ou 5 personnes, c'est pas si dispendieux que ça. Puis on reste 4 nuits, en fait. Parce que on arrive généralement, on va coucher le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mm-hmm. Puis le dimanche, la convention finit, fait qu'on part, là, puis on couche pas à Indianapolis.
ou ceux qui veulent coucher vont partir le lundi matin, tout ouais, ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça permet d'avoir un hôtel à un prix un peu plus abordable. Fait que ça revient à peu près à 700 US pour les 4 nuits. Fait que c'est proche de 1000 Canadiens si on fait la conversion. Ouais. Fait que tu sais, à 5, ben, c'est 200$ d'hébergement chacun. Pour 4 jours, 50$ par jour. Ouais. C'est bien raisonnable. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas. Ça a bien de l'allure. On est prêt à endurer un petit peu la chaleur puis les petits ronflements ici et là pour 200$. Là, Ben oui, c'est ça. Ça vaut la peine. Puis le voyagement, depuis que je vais à Gen Con, je suis toujours allé en voiture. Donc c'est quand même une belle aventure. Oh oui, ben oui, c'est un road trip. C'est un beau road trip. Là. Fait que préparez vos jeux qui jouent dans l'auto. Ouais. L'année passée, on avait joué des scénarios de château aventure dans l'auto. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. cool ça. Ouais, ça fait que ça a trouvé des petits jeux qui sont le fun dans l'auto, puis avoir le temps de les jouer. Puis l'année passée, on a décidé de faire de quoi d'un peu fou. On a décidé de faire le voyagement one shot de nuit. Fait qu'on est comme parti le mardi, Wow, ok. mardi soir, là, vers 7h le soir. Puis on a roulé toute la nuit en fait. Puis on est arrivé à Indianapolis vers 1h de l'après-midi, mettons le mercredi. On est allé au centre de convention pour aller chercher nos badges, là, parce qu'ils livrent pas au Canada. Là, fait que t'es obligé d'aller le chercher en main propre en arrivant là-bas. Fait que là, on va faire la file. Ça peut être quand même long aller chercher son badge, dépendamment si on est chanceux ou pas. Et après ça, ben là, on a notre badge en main, on a nos affaires. Fait qu'après ça, direction l'hôtel pour aller s'écraser un petit peu puis se reposer le mercredi soir. Des fois, on en profite aussi d'aller faire des petites commissions ou ceux qui veulent se faire une petite épicerie puis s'emmener des lunchs pendant la convention. Ben, C'est le bon temps. Là. C'est le bon temps pour faire ça. Fait que on était allé dans un Walmart. Là-bas, les Walmart, c'est un peu fou. Là. C'est immense, tu peux faire ton épicerie. C'est ouvert 24 heures. Tu fais comme... Ouais, puis les McDonald's, écoute, ce qu'ils servent, c'est énorme. Là, ça n'a pas de bon sens. Les portions aux États, c'est assez impressionnant. Ouais. Puis souvent, le mercredi soir, ben, on en profite pour aller souper aussi un petit resto en gang avant que la convention commence. Fait que ça, c'est notre mercredi, notre journée d'arrivée, si on veut, avant que la convention commence le jeudi. La convention, c'est du jeudi au dimanche. Là, c'est 4 jours de convention rendus là. Puis est-ce qu'il y a des préparatifs, j'imagine, il y a des préparatifs aussi dans la voiture pour passer les douanes pis ça, ou ça peut se faire vraiment straight pipe, pas de problème, de Sorel jusqu'à Indianapolis? Bon, pour passer les douanes, aux douaniers, on lui dit, on s'en va à Gen Con ou Gaming Convention, tout ça, puis... Je sais pas, les douaniers, ils doivent penser que les geeks sont comme inoffensifs, là. Ouais, généralement, on passe assez bien, là. En revenant, c'est toujours un peu drôle quand on vient au Canada le dimanche. C'est comme, qu'est-ce que vous avez à déclarer? Bah, je sais pas, moi j'ai 500$ de board game, lui il en a 300. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le douanier, il a comme aucune idée là, combien ça coûte, ces board games-là. Il vaut juste la valise, elle est pleine. Ouais. Mais non, toutes les fois que j'ai passé, ça a été rapide. Fait que j'ai jamais eu de problème avec ça pour les douanes dans nos voyages à Gen Con. Là. Bon. Fait que, ben, je te pose la question parce que souvent, il y a des gens qui ont jamais quitté le Canada ou qui ont jamais quitté, mettons, leur pays en question, puis de passer comme ça, d'un gros, c'est quand même un gros step, là, parce que, là, on parle de la planification, on parle d'arriver là, mais il y a beaucoup de choses à préparer avant, comme là, moi, présentement, étant à ma première participation à l'événement, moi, je me suis allié avec une personne qui y va depuis un bon 5, 6, 7 ans. Fait que tu parles de la loterie, par exemple. Moi, j'ai pas eu à la faire, la loterie. Lui parce qui que. l'a fait. Ben, en fait, même pas. Lui a trouvé un hôtel dans le coin parce que ça fait tellement longtemps qu'il va qu'il fait tout le temps, OK, bon, ben, moi, je vais aller à cet hôtel-là. Okay. Puis il réserve. Non, il y a ses places, ses affaires. Ouais, c'est ça, puis il réserve tellement à l'avance que la loterie est même pas encore ouverte, là, fait que ce côté-là, bon, lui est arrivé dans le décor, puis il nous a comme un peu pas mal géré tout ça, puis non seulement ça, oui, il y a des jeux, mais les événements, je sais pas, moi, je participe à énormément d'événements, puis je me rends compte, OK, j'en ai beaucoup dans mon horaire, c'est peut-être pas ça comme mon but, mais toi, est-ce que tu participes à différents événements, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, tu sais, à Gen Con, oui, il y a le magasinage, là, mais le magasinage, c'est pas tout ce que tu peux faire. Il y a ce qu'on appelle à Gen Con le Expo Hall. Le Expo Hall, là, c'est là qu'il y a les booths, là, les kiosques de chaque compagnie qui sont là. Puis c'est là que tu vas aller faire la file pour aller acheter Newton, ou aller acheter Gizmos, ou aller acheter Reckoners. Tu sais, les grosses sorties, tu vas aller faire des petites files pour aller les acheter.
dans l'Expo Hall, il y a aussi, chaque booth va avoir aussi des fois des petites tables de démos. Mais généralement, c'est des démos express. C'est des démos, pas de réservation, premier arrivé, premier servi. Fait que tu dis, ah, moi, tel jeu, je veux pas l'acheter, mais tu sais, j'aimerais ça l'essayer, voir tu sais, jouer 2 tours de jeu à ce jeu-là, voir si j'aime ça, puis plus tard, savoir si je veux l'acheter. Ben, dans l'Expo Hall, tu peux faire ça. Mais c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Fait que là, faut que tu sois un peu chanceux. Soit que tu y vas, tu sais, en arrivant le matin, tu dis, OK, je vais aller à une table, essayer Newton, jouer 2 tours dans la démo express, puis après ça, ben, je vais savoir si j'aime ça. Fait que tu peux faire ça dans l'Expo Hall. Tu peux te promener, tu peux acheter des jeux, tu peux essayer de faire des démos express. T'as tout aussi un côté qui est de l'artisanat. T'as plein d'artisans qui vendent des boîtes à dés, des tours à dés, des tables, des t-shirts, des tables de gamer, plein d'affaires, des souvenirs. Donc t'as tout ça aussi qui est intéressant à faire le tour. C'est toujours le fun de trouver des petites cogosses ou un sac à dés. Là, j'ai mon sac à dés pour donjon qui est comme un beholder là, en tissu. Là, ça aussi, je l'ai acheté à Gen Con. Fait que, tu sais, des fois, tu es comme, ah, c'est cool cette affaire-là, je l'achète, ou ah, je vais faire un cadeau à un de mes amis, ou peu importe. Fait que c'est toujours le fun, ça aussi. Fait que ça, c'est l'Expo Hall. C'est clair que tu vas passer la majorité de ton temps là-dedans. C'est tellement gros, puis tu sais, tu le feras pas toute la même journée. Là. Il y a tellement d'affaires, il y a tellement de booths, de compagnies, tout ça. Fait que ça, c'est quand même assez gros. C'est quand même une des grosses attractions de Gen Con. Ouais, parce que j'avais vu une vidéo, je pense que l'année passée, c'était un des participants qui était avec Dice Tower, puis le gars avait fait le tour de cet endroit-là, puis ça avait pris une demi-heure, tu sais, mais il avait fait le tour quasiment comme, tu sais, en marche rapide, là, tu sais, puis c'est avec une caméra 360 degrés. Ouais. Ah oui, je l'ai vu passer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est fou, là. Il y a tellement de choses. Tu n'auras pas le temps de parler à tous les exposants. Tu n'auras pas le temps de tout voir les jeux, tout jouer. Fait que ça, tu vas comme le faire progressivement, un peu à chaque jour. Je vais faire telle rangée. Demain, je vais faire telle autre rangée. Tu sais, tu vas le faire au fur et à mesure. C'est sûr que si tu veux certains jeux ciblés, les compagnies, ce qu'ils font, là, ce qui est un peu plate des fois, c'est qu'ils vont, exemple, une grosse sortie... on en a juste 300, mettons, à vente à Gen Con, ou on en a juste 1000, ou peu importe le chiffre. Là. Puis généralement, ils vont en mettre un certain nombre à chaque jour. On en met 100 par jour de jeu-là. Ben, c'est sûr que s'il y en a 100 à chaque jour, ben, si tu veux l'acheter, il va falloir que tu te garoches à l'ouverture, puis que tu ailles faire la file spécifiquement à cet endroit-là pour pouvoir l'acheter. Pour pouvoir te croiser les doigts et espérer l'acheter. Ça ouvre à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure, tout ça? Le Expo Hall, ça rouvre tout le temps à 10h. OK. Fait que généralement, tu sais, on se lève de l'hôtel, on déjeune à l'hôtel, c'est inclus généralement dans les chambres. Fait qu'il y a une espèce de buffet en bas, on mange. Après ça, ben, on s'en vient tranquillement, tu sais, fait que on part vers 8h30, 9h moins quart. On arrive vers 9h, 9h15 là-bas, on traîne un petit peu, on se prépare. Puis à 10h, les portes vont ouvrir, puis là, c'est là qu'on voit les espèces de vidéos de foule humaine. Ouais. Mais ça a l'air vraiment intense ces vidéos, mais quand t'es là en vrai, c'est comme moins impressionnant. OK. Il y a tellement de portes pour rentrer dans cette Expo Hall-là, finalement, c'est comme facile. Puis c'est tellement grand l'Expo Hall que finalement, tu circules quand même bien. Ah, OK. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens sont vraiment polis à Gen Con, pour vrai, là. Tu sais, quand tu circules dans ces allées-là, puis tu sais, moi j'ai tout le temps un gros sac à dos parce que bon, je traîne mes affaires de ma caméra, mon trépied, mais des trucs pour filmer. Je traîne tout le temps une coupe de jeux aussi que tu achètes. Puis dans le fond, ben c'est ça. Les gens, ils m'accrochent souvent parce que je prends de la place avec mon gros sac à dos. Fait à chaque fois que quelqu'un m'accroche, là, il se retourne puis il s'excuse. OK. Les gens sont vraiment, vraiment polis. Wow, fait que ça, c'est vraiment un plus, puis c'est vraiment une belle communauté. C'est mieux qu'à Montréal, hein, à certains égards. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps le même à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que l'Expo Hall, c'est clair que c'est un gros highlight de la convention. Connecté au Expo Hall, t'as une espèce de... Je sais plus comment ils l'appellent, là, mais... C'est comme la place où ce que toutes les démos, tous les tournois, c'est comme si tu avais comme 5 gymnases collés ensemble, qui sont remplis de tables et de chaises. Là. Les tables, les rangées de tables ont des lettres ou des numéros, des sections. Fait que tu peux comme te repérer là-dedans. Fait que c'est là qu'ils font les événements de démonstration. C'est là qu'ils font les événements. Je sais que là, présentement, il y a des démonstrations du nouveau Dune. Puis des démonstrations de la nouvelle extension Root, par exemple. Pour faire ces événements-là, faut que tu aies des billets. Faut que tu aies prévu d'avance aller faire des démonstrations là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est qu'au début du mois de mai,
Gen Con va rouvrir, encore une fois, son système. Et là, tu vas pouvoir acheter des billets. Pourquoi ils vendent des billets? Ben, c'est justement pour que les gens fassent des démos. Ils soient pas là à se tourner les pouces puis à attendre puis s'il y a personne. Ouais, c'est ça. Les billets, généralement, coûtent entre 0 et 2 $. Des fois, ils sont gratuits. C'est juste, faut que tu l'achètes, faut que tu l'ailles physiquement. Des fois, c'est 2 $ payés pour une démo. C'est rien, c'est juste pour réserver ta place. Tu vas payer ce 2 $. Ouais, c'est plus par principe que tu donnes un montant, fait qu'on s'attend à ce que tu sois là. Exactement. Fait que ça, tu peux aussi acheter à Gen Con ce qu'ils appellent des billets génériques. Fait que des billets génériques, ça te permet d'aller à n'importe quelle démo. Exemple, je me pointe à une démo, je sais pas, de l'extension de Role Player. J'arrive là-bas, la démo est à 2 heures. À 2 heures, il y a comme 3 joueurs sur 4 qui sont là. Moi, j'arrive, moi j'ai des billets génériques, je peux-tu prendre la 4e place? Fait que tu vas pouvoir prendre la 4e place si le gars se pointe pas ou quoi que ce soit comme ça. Fait que t'as tout le temps ce petit safe-là que tu peux avoir si tu veux t'improviser des démos un peu plus. Mais ça, il faut que tu l'aies planifié, il faut t'acheter ces billets-là à l'avance pour pouvoir faire les démos. Puis c'est des démos, c'est des démos que tu vas jouer généralement avec des inconnus, tout ça, à moins que tu aies acheté plusieurs billets et que vous allez ensemble à une démonstration. Puis des fois, ça va être le fun, pas à cause du jeu, ou ça va être le fun parce que t'as une belle gang puis c'est le fun, ou que le jeu était le fun. Des fois, c'est pas le fun parce que le jeu est pas le fun. Ouais. La première année, j'ai fait une démo de Firefly Adventure. Là. OK. Oh my god, c'est la... atroce comme jeu, c'est mauvais. Là. Ça n'a rien à voir avec Firefly The Board Game. Là, non, c'était un genre de dungeon crawl dans l'univers de Firefly. Tu sais qu'il y avait des buildings en 3D puis tout ça. OK. Des figurines. OK, j'ai pas vu passer. C'est vraiment mauvais. OK, fait que je suis content de pas avoir vu passer ça. C'est ça. Si tu vas passer, tu l'achètes pas. Fait que j'avais fait cette démo-là, c'était pas le fun. Puis des fois, tu vas faire des démos que c'est pas le fun à cause du monde sur qui tu tombes. Ils sont comme déplaisants ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est toujours un risque à prendre quand tu décides d'aller faire des démos-là. Mais c'est vraiment le fun parce que généralement, celui qui fait la démo, quand c'est des petites compagnies, c'est l'auteur du jeu ou c'est le propriétaire de la compagnie. Ou, j'ai été faire une démo de... comment ça s'appelait petit jeu de party, là, le gars qui a fait Reckoners, Crosstalk. OK. J'avais fait une démo de Crosstalk l'année passée, puis c'est ça, c'était le gars c'était l'auteur qui faisait la démo. Fait que je l'avais rencontré aussi en même temps, tu peux jaser qu'eux autres. Fait que t'as ça qui est le fun aussi. Puis c'est ça te permet d'essayer un jeu sans avoir à l'acheter, fait que c'est quand même une bonne chose. Fait que ça, je m'en prends tout le temps quelques-unes des démos. C'est une loterie encore une fois, fait que tu te fais une espèce de wishlist sur le système, puis quand la journée ouvre de cette loterie-là, tu pèses sur le bouton, puis tu croises les doigts. Ouais. Puis là, dans 1 heure ou 2, ils vont t'envoyer un email en disant « Ok, ben t'as eu tel billet, mais tel billet, il n'y en avait plus. » Ouais, c'est ça. Fait que là, j'en avais cédulé peut-être une dizaine d'événements, puis mettons, j'en ai eu 6 sur 10 ou quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, moi, ce que je te suggère, des démos comme ça, pas plus que 2 par jour. Parce que si tu te mets 4 démos à chaque jour, là, t'as rien que ça à faire. T'auras pas de temps pour aller te promener dans l'Expo Hall et d'aller faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que des 2 démos par jour, c'est un bon tempo. Si tu vas aller faire un tournoi de quelque chose aussi, ça peut être avec ça que tu vas le faire. Il y a 2 types de tournois. Tu as des tournois friendly, si on veut. Par exemple, moi, j'étais allé dans un tournoi de Clang. C'est un tournoi participatif, dans le fond. C'est pas un tournoi compétitif. Fait que tu arrives là-bas, ils t'assoient sur une table, tu joues une game de Clank. Tu participes au tournoi, on te donne des promos. Puis le gagnant de chacune des tables, ou le gagnant, celui qui a le plus haut score sur toutes les tables, on lui donne de quoi de plus. La première année, il a fait des beaux trophées en bois. Le dragon de Clank, c'était vraiment hot. Là. J'avais vraiment voulu le gagner, mais j'ai pas gagné. Mais c'est ça. Des fois, ils donnent des promos de plus, ou ils peuvent te donner le jeu, ou quoi que ce soit. Des petites choses comme ça. Fait que ça, c'est des tournois qui peuvent être le fun à faire. Fait que ça, j'en fais tout le temps un peu à chaque année. J'en fais tout le temps au moins un. Puis sinon, t'as des tournois vraiment compétitifs. Là. Ouais. T'as même Twilight Imperium, je pense qu'il y en a un. Il y a Eclipse. Tous les jeux d'FFG, là. On peut penser à Armada, X-Wing. Je pense aussi qu'il y a des tournois, mettons de LCG, là, je sais qu'il y a un tournoi de Lord of the Rings LCG, là, qui est en train de se... qui c'est comme... FFG, on a beaucoup de tournois. T'as des tournois nationaux aussi, des jeux comme Catan ou Carcassonne. Ils font les finales américaines à Gen Con. Fait que si t'es qualifié pour ça, je pense que c'était ça, Twilight Imperium, que j'avais vu, là. Fait que ça aussi, fait que ça, il y en a beaucoup. Fait que ça, si t'es quelqu'un qui veut participer à des tournois compétitifs à l'os, encore une fois, c'est quelque chose qui est offert à Gen Con. T'as des tournois de
Magic, Ouais. t'as des tournois de plein d'affaires, fait que c'est ça. Tu peux aller faire ça. Juste une petite anecdote. Écoute, tu sais, quand tu parles de la loterie, de quoi ça a l'air, bon ben, juste pour raconter un peu moi mon expérience avec ça. Dans le mois de mai, moi je suis à Cuba avec ma femme, puis ma mère, ma belle-mère. Longue histoire courte, on était là et à un moment donné, je m'en vais sur mon ordinateur pour faire quelques petites affaires à gauche ici et là. Et il y a un de mes amis qui me dit faut que tu te dépêches, c'est cette semaine. Mais là je suis comme je suis à Cuba. Tu sais, j'ai pas envie de faire ça, là, tu sais. Puis là, je reprends une carte parce qu'il faut que tu achètes des cartes pour avoir accès au Wi-Fi. Et là, j'ouvre l'ordinateur et là, je commence à faire une espèce de rush des événements. Ah ouais, mais mais on a des milliers. Incroyable. Puis là, tu te dis, ok, tu sais, j'ai le goût de jouer à tel jeu. Tu sais, ce serait le fun de se faire une game de Battlestar Galactica. Mais là, après ça, tu te rends compte que il y a plein de démonstrations de plein de jeux qui s'en viennent. Puis là, t'es comme pris entre, t'es pris entre l'amour que t'as pour un jeu, puis le désir de vouloir découvrir la nouveauté. Ouais, il y avait un événement, c'était comme, c'est une game d'Eclipse à 8. L'événement dure 6 heures. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis là, écoute, mais là, il y en a un qui m'a flashé ben gros, c'est le Yoga Jedi. Fait que je vais aller faire du Yoga Jedi. Parce que oui, il y a ça au Gen Con. Ah oui, tu sais, on parle de jeux de société, mais tu sais, t'as beaucoup d'événements de jeux de rôle. Tu vas aller jouer une game de jeux de rôle. Tu peux t'inscrire à un atelier de jeux de rôle. Tu vas aller apprendre à peinturer des figurines. Il y a des ateliers pour apprendre à peinturer des figurines. Tu vas apprendre à aller te battre avec un sabre laser. Il y a des ateliers pour te battre avec un sabre laser. T'as des trucs de grandeur nature. T'as le True Dungeon, qui est une espèce de grandeur nature là-bas, vraiment populaire, que les billets se vendent instantanés. Ces billets-là sont chers, par exemple. Ouais, c'est comme 80$, mais tu sais, c'est ça. Il y a vraiment des événements de tous les genres. Tu vas aller voir un film, il y a des événements, c'est des visionnements de films. Ouais. Il y a genre il y a du dub de hentai aussi qu'ils vont faire en live. Ça, c'est bizarre, ça. Il y a des affaires de crafting. Tu veux crafter une chainmail ton prochain GM. Il y a des cours de chainmail. Il y a des conférences, tu vas aller rencontrer telle personne qui est un auteur d'un livre ou d'un jeu, quoi que ce soit, qui fait une conférence. Tu peux aller là-bas. Moi, je vais tout le temps au panel de Dice Tower. Ils font un panel live, Dice Tower. Ouais. J'y assiste tout le temps. C'est toujours le fun. Fait que ça aussi, c'est un événement que je vais faire. Il faut que j'aille acheter mon billet d'avance dans le système. Ouais. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Ah oui, puis tu sais, je veux dire, les événements de conférence, c'est plus facile d'avoir son billet, là, de ce que je comprends, parce qu'il y a plus de place, mettons, assise. Mais tu sais, des événements, comme tu parles, là, de Donjon Dragon, grandeur nature, directement sur place. C'est des escape rooms aussi. Oui. Ça se... Oui, il y en avait. En un claquement de Ah doigts. oui, on a essayé d'en prendre un, mais ça s'est vendu. On n'a pas les capables. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis encore là, tu sais, comme tu dis, il y a des événements que tu fais comme, tu sais, là, moi, il y a un événement dans lequel je suis inscrit, c'est un War of the Ring, mais avec un plateau de 6 pieds par 6 pieds, tu sais. Le jeu géant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est malade. C'est malade, mais tu sais, en même temps, tu te dis, ok, tu sais, une game de War of the Ring, ça va te prendre un 3-4 heures. c'est ça, tu sais. Est-ce que vraiment, moi, ça me tente d'investir le 3-4 heures, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce de course-là, j'ai l'impression, à Gen Con. Puis, tu sais, justement, c'est qu'il faut vraiment que tu prépares tes choses. Faut vraiment que tu Faut pas que tu fasses un horaire trop loadé. Non, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, tu veux faire une démo de 4 heures, mais planifie pas d'autres affaires dans ta journée. Laisse-toi du temps de libre, aller te promener, aller faire le tour. Parce que si tu te mets une démo de 4 heures, puis là, une demi-heure après, j'ai une démo de 2 heures, puis après ça, une demi-heure après, j'ai une autre démo de 2 heures, là, ta journée, elle va être intense, puis tu vas avoir l'impression d'avoir rien fait, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, tu sais, oui, t'es là pour... C'est pas un événement ludique comme le Delirium, où est-ce que, tu sais, tu fais juste t'asseoir puis tu joues à des jeux. Il y a tellement d'autres affaires à faire. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment comme une espèce de... C'est niaiseux, mais genre c'est un Costco avec comme des places où est-ce que tu peux t'asseoir, tu sais, puis bénéficier des objets que tu viens d'acquérir. Tu sais, c'est comme un peu... À la limite, c'est quasiment ça, là, de ce que je comprends. Là. Ouais, c'est sûr que la portion magasinage, sortie de jeu, c'est une grosse partie de Gen Con. Là. On s'en cachera pas. Là. Puis toi, justement, tu sais, par rapport les jeux qui sortent, comment est-ce que tu fais, toi, pour... planifier tout ça, tu sais, les jeux que tu vas aller chercher. Je sais qu'il y a une liste sur Board Game Geek, mais comment est-ce que toi tu vises tes jeux en question? Bon, c'est sûr que je prends la liste de Board Game Geek, je l'épluche, je note les jeux que je veux le plus, tout ça, je me fais une espèce de classement. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, moi, ça fait 3 ans que j'y vais, puis, tu sais, à chaque année,
ben, tu sais, je me fais des nouveaux contacts ou tu sais, j'ai approché de telle compagnie l'année passée, mais là, c'est vraiment facile de retourner les voir, ils nous connaissent, tout ça, c'est tout le temps le même monde qui reviennent. Fait que ça, c'est le fun. Fait que je te dirais que la première année, ben, tu sais, j'avais peut-être approché moins de compagnies, tu sais, j'avais peut-être approché 2-3 compagnies. Puis, tu sais, ma chaîne n'était pas si grosse que ça non plus dans les débuts, là, la première année que je suis allé, il y a 3 ans, 2 ans, là. Fait que ça, je te dirais, tu sais, de cibler peut-être un 3-4 éditeurs que tu dis, ah, moi, ce jeu-là, ou tu sais, cet éditeur-là, j'aime bien ce qu'il fait, puis tout ça. D'en cibler 3-4, de prendre le temps de communiquer avec eux avant Gen Con. Puis, tu sais, comme membre de la presse, ben, c'est sûr qu'ils vont vouloir te recevoir, te rencontrer, puis te jaser. Puis, tu sais, c'est facile de demander des review copies là-bas, là. Tu sais, c'est comme, j'ai un channel, nanana, tu jases avec eux autres, parfait. Tu peux faire une petite entrevue si tu veux avec eux autres, filmer ça, ils vont être bien contents, ça leur fait une belle publicité. Puis, tu sais, ils vont être bien contents de te donner une review copie. Tu sais, ils savent que ça passe par les influenceurs, ils sont habitués, c'est vraiment facile d'approcher du monde. C'est une culture qui est déjà instaurée. Ah, t'sais. vraiment, là. T'sais, beaucoup plus qu'au Québec, là. Ouais. Ça s'en vient tranquillement, mais là-bas, c'est vraiment simple, ils sont habitués à ça. Puis, tu sais, nous, on a l'avantage qu'on fait du contenu francophone, ce qu'il n'y a pas beaucoup à Gen Con. Fait que quand les compagnies sont comme, oh, une chaîne francophone, ben, les autres, dans leur tête, c'est comme marché de la France, marché de l'Europe. Tu sais, oui, j'ai de mes jeux qui vont se faire traduire en français. Oui, éventuellement, je veux que les Français voient mes jeux. Ouais, c'est ça. T'sais, fait qu'ils sont contents parce qu'ils ont généralement pas beaucoup de contacts pour des francophones aux États-Unis. Ouais, exactement. Puis fait que toi, c'est vraiment, tu y vas selon certains jeux, certaines boîtes. Est-ce que, justement, là, cette année, tu sais, y a-tu des jeux que toi, t'as contacté les éditeurs à l'avance? J'ai commencé tranquillement, j'en ai quelques-uns de contactés, mais c'est sûr que justement, que ça fait plusieurs années que je connais. J'ai contacté Thunder War Game qui font Role Player, qui sortent une espèce de roll and ride dans l'univers de Role Player qui s'appelle Cartographeur. OK. Ça, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Fait que ça, j'ai déjà contacté l'éditeur, je suis allé le rencontrer, puis ils vont te donner la copie. Ils vont me donner une copie, tout ça. Je vais pouvoir jaser avec lui, faire une petite entrevue. J'ai contacté aussi mon contact chez Blue Orange Game. Eux autres, ils ont Detective Club qui sort à Gen Con. Ils ont King Domino Duel. Oui. La version comme Roll and Ride de King Domino qui s'en vient. Il y avait Slide Quest que je trouvais qui avait l'air cool. Fait que les autres aussi, je vais les rencontrer. C'est ça, c'est des contacts que j'ai faits dans les premières années puis que je renouvelle d'année en année. Puis c'est sûr que là, cette année, j'ai fait la liste. Puis c'est sûr que les éditeurs que je connais déjà, je retourne les voir, je regarde les jeux qui m'intéressent, puis ils vont pouvoir me les procurer. Puis là, je vais contacter des nouveaux éditeurs parmi les jeux que je trouve qui m'intéressent le plus, tout ça. C'est sûr que je vais essayer de payer de moins en moins de jeux parce que, bon, c'est sûr que là-bas, ce qui arrive, c'est que les jeux, c'est cher. Gen Con, c'est pas donné à acheter des jeux. En fait, bon, on le sait, c'est en argent américain en partant. C'est pas nous autres, c'est pas très bon, mais généralement, un jeu que je vais payer à Gen Con 60 US, c'est un jeu que je vais payer probablement 60 Canadiens quand il va sortir en magasin. OK. Fait que là, tu sais, fais la conversion, c'est sûr que tu le payes plus cher en l'achetant à Gen Con. Généralement, l'avantage, c'est que tu l'as d'avance. Des fois même 3-4 mois d'avance avant qu'il arrive en magasin. Ouais. Ça peut être cool. Mais des fois, il sort la semaine d'après. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, regarde, si tu sais que tel jeu sort la semaine après Gen Con, ben achète-les pas à Gen Con, ça vaut pas la peine. Tu l'achèteras dans ta boutique préférée qui va l'avoir une semaine après. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est difficile à saisir, c'est de faire, OK, est-ce que cet éditeur-là, est-ce que cette boîte-là, habituellement, on est capable de reconnaître, tu sais, que bon, si Matago sort un jeu à Gen Con, habituellement, tu sais, il va être disponible probablement, tu sais, dans les prochaines semaines ou quelque chose comme ça. Tu sais, donc on est capable de saisir, mais des plus petites boîtes, des plus petits éditeurs, ça a l'air plus difficile, tu sais, vraiment de faire, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre ma main là-dessus? Des fois, une sortie à Gen Con, ça veut pas dire une sortie en magasin en même temps. Okay. Donc, des fois, les éditeurs vont emmener, par exemple, 1000 copies d'un jeu à Gen Con. On écoule notre 1000 copies, mais ça se peut que le jeu sorte juste en novembre au magasin. Fait que là, dans ce temps-là, ça devient intéressant. Mais c'est sûr que s'ils en ont un petit volume, mais c'est sûr que généralement, après une journée ou deux de convention, ils les ont toutes vendues. Fait que il faut pas t'attendre nécessairement au samedi avant d'aller magasiner. Non, c'est ça. Moi, ce que je fais généralement, là, le jeudi, je me mets pas de démo d'activité le jeudi matin. Quand ça rouvre le jeudi, je me garde le jeudi jusqu'à au moins 3 heures l'après-midi. Je me mets rien avant ça. Puis ça, le jeudi, c'est vraiment la journée magasinage.
Fait que tu fais le tour, tu as ciblé les jeux que tu veux aller chercher ou que tu veux aller acheter, ou les compagnies que tu veux rencontrer, quoi que ce soit. Puis tu y vas le jeudi, magasiner, acheter tes jeux, c'est fait. Après ça, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Puis le soir, ben, tu vas pouvoir jouer à tes jeux, à l'hôtel, tranquille, relax. Fait que généralement, on fait notre magasinage le jeudi. Puis les autres journées, ben, on a le temps plus de se promener, de faire d'autres choses, quoi que ce soit. Là. OK. Puis là, rendu, tu sais, jeudi, tu t'en vas là, vendredi, on continue, tu sais, samedi, dimanche. Les événements, toi, auxquels que tu participes, tu avais parlé de Dice Tower, mais y a-tu d'autres événements que tu trouves intéressants auxquels aller pendant cet événement-là? Ben, c'est vraiment c'est des démos de jeux plus spécifiques, là. Je me Okay. souviens plus exactement à quoi je me suis inscrit. Ben, j'imagine Dune, t'aimerais ça probablement l'essayer, là, vu que Je me suis pas inscrit à Dune, non? non. Ouais, ça va être trop long, je pense. Ouais. Des démos au-dessus de 2 heures, ça me turn off un peu à Gen Con. OK. Je trouve que ça capitalise trop dans ta journée. Ouais, t'aimes ça avoir du temps, là, t'aimes ça. Puis surtout, t'aimes être, tu sais, tu veux rencontrer du monde parce que. Ouais, c'est vraiment une belle place de PR pour nous autres, là. Ouais, c'est ça, mais juste en général aussi, tu sais, de rencontrer des gens super le fun, tu sais, qui, après ça, j'imagine, tu gardes contact avec certains d'entre eux, puis que là, quand tu t'en vas voyager, bon, ben, tu sais, t'es capable de les contacter ou peu importe, là. Mais rendu, justement, tu sais, là, t'as fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu sais, de tous ces événements-là, de ces jeux-là, est-ce que t'es fatigué? Est-ce que t'es brûlé? Ou est-ce que t'en demandes encore? Je dirais qu'après 4 jours, t'es épuisé. Bon, généralement aussi parce qu'on a fait le voyage de nuit puis qu'on n'a pas tant dormi. Mais, tu sais, c'est drôle parce qu'en arrivant, on est comme... T'es full sur le hype, là, t'es full sur l'adrénaline. Ouais. Donc on est super pas fatigué au début de la convention, mais tu sais, plus ça avance, plus on est fatigué. Là. C'est des journées qui sont intenses. Ça a l'air niaiseux, mais le meilleur conseil que je peux vous donner après la Gen Con, apporte-toi des bons souliers de marche. Porte-toi pas des petites gougounes que tu vas traîner toute la journée. Okay. Tu marches beaucoup dans une journée. Fait qu'amène des bons souliers. Traîne-toi un bon sac à dos pour pouvoir mettre tes choses. Traîne-toi une bouteille d'eau. Pour la nourriture, tu peux facilement te traîner un lunch pour ceux qui aiment, qui veulent pas perdre de temps ou aller faire des fils ou quoi que ce soit. Parce que pour manger à Gen Con, il y a beaucoup de gens dans le centre de convention. Tu as quelques petits restaurants à même le centre de convention. Là, c'est bon, un peu du junk, des burgers, des sandwichs, tout ça, des affaires, c'est correct. De l'américain. De l'américain, c'est très gras. Mais ce qui est drôle, ce qui est le fun, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que à l'extérieur du centre de convention, il y a une rue au complet qui est barrée à la circulation. Et la rue est complètement remplie de food trucks. Les deux bords de la rue. C'est vraiment cool. Moi, j'aime ça aller découvrir la bouffe dans les petits food trucks. Mais c'est ça. Mais ça, tu vas aller faire la file des fois 20 minutes parce qu'il y a plein de monde. Ouais. C'est ça. Fait que c'est des choses qu'il faut que tu planifies aussi. Faut que tu te laisses au moins, si t'as 2 démos, laisse-toi 1 heure entre les deux pour aller dîner, pour avoir le temps d'aller y aller, de manger, de faire la file, tout ça. Fait que c'est des choses aussi qui sont intéressantes pour manger pour les food trucks. Puis le soir, le soir, t'as plus le temps parce que le Expo Hall, il ferme à 6 heures, si je me souviens bien. À 5 ou 6 heures. Okay. Fait que après souper, généralement, on retournait, si on n'avait pas d'événement le soir, on retournait à l'hôtel, on se faisait de la bouffe ou là-bas, ou on se commandait de quoi, ou on allait au resto, quoi que ce soit. Puis généralement le soir, on manque pas de quoi faire. On ouvrait un jeu, on l'essayait, on jouait soit dans notre chambre d'hôtel, entre nous autres, ou sinon on allait jouer dans les salles de conférence que l'hôtel mettait à notre disposition pour pouvoir jouer. Mais ça, c'est ça qu'on faisait généralement. Puis le samedi soir, ce qu'on fait, notre petite tradition depuis 2 ans, c'est qu'on va au stade de football. OK. Donc le stade de la NFL, qui est rempli de tables de jeu. Dehors, là. Non, en dedans, sur la surface de jeu. Ouais. C'est rempli à l'intérieur. Tu peux même manger là, si tu veux. La cantine du stade est ouverte. Aïe, c'est malade. Il y avait des compagnies qui avaient il y avait un boot aussi dans le stand. Je sais plus si c'était Rio Grande. En tout cas, c'était une compagnie qui avait son boot dans le stand. Puis le reste, c'était des tables pour jouer. T'avais une place qui était comme il avait quasiment fait comme un pub, si on veut. T'avais une place avec une bibliothèque que tu pouvais aller louer ces jeux-là. Emprunter ces jeux-là pour jouer sur place, là. Fait que on allait jouer là, on allait relaxer aussi là le soir un peu. Juste de s'asseoir un peu aussi, ça fait du bien. Là. Ouais, c'est ça.
Puis est-ce que justement, tu sais, est-ce qu'il y a des gens que tu croises, des différents bouts que tu vois plus tard? Tu sais, tu parlais d'auteurs de jeux, tu parlais d'éditeurs. Tu sais, est-ce qu'il y a des auteurs, toi, que tu as rencontrés et tu as eu la chance de faire comme j'aime vraiment ce que tu fais? On peut-tu se faire une petite game de quelque chose après la journée? On dirait que je suis comme gêné de faire ça, mais en fait, l'année passée, on avait rencontré la gang de Sphere Game au stade. OK. On avait passé la soirée avec eux autres à jouer avec Maxime, tout ça, Ouais, puis son ouais, équipe. Là, on avait gamé avec eux autres un peu, fait que on avait eu du fun, là, mais sinon, c'est pas mal ça qu'on avait fait. Là. OK. Ah, mais c'est cool ça. Fait que j'imagine que tu as comme l'opportunité de rencontrer ces gens-là à cet endroit-là. Non, j'ai bien hâte. Puis ce serait quoi, mettons, tu sais, s'il fallait retenir un conseil, tu sais, le conseil, the advice. Tu sais, pour toi, ce serait quoi? Je pense que ce que j'ai dit tantôt, c'est de vraiment pas vous faire un horaire chargé. Tu sais, je te dirais, le 2 activités maximum de planifier dans une journée, c'est bien en masse. Puis de te laisser du temps pour justement avoir tes pauses dîner, du temps pour aller te promener dans l'Exploit, puis visiter, puis aller acheter des trucs, puis promener. Je pense que c'est... faut profiter de son Gen Con tranquillement. Faut pas que tu te fasses un horaire de fou, puis sinon le temps va passer vite, puis tu vas avoir l'impression d'avoir rien vu ou d'avoir rien fait. Là. Ouais. Mais ouais, un horaire dégagé, puis des bons souliers. Ah, bon, ouais, parfait. Bon, ben super. Écoute, merci beaucoup, David. On va conclure sur ces belles paroles, mais on aurait pu jaser encore longtemps. Je pense qu'on va le faire même quand le micro va être éteint. Mais enfin, bref, je te remercie énormément, David. Si, admettons, moi j'écoute ça, là, ce podcast-là, puis que j'ai envie de te parler ou de t'approcher, de pouvoir te contacter, quel est le meilleur moyen pour te rejoindre? Mais évidemment, les gens peuvent nous suivre sur YouTube. Ils peuvent nous rejoindre soit par notre Facebook, Professeur Board Game, Ouais. sinon par courriel, professeurboardgame@gmail.com. C'est pas mal les meilleurs endroits pour nous rejoindre. Parfait. Donc, moi, c'est sûr certain, je vais laisser des notes dans la description concernant ces différents liens-là. Mais merci énormément, David, de ta présence. Merci aussi de ton ouverture par rapport à la première partie, tu sais, où est-ce que tu t'as ouvert ton cœur à nous, puis tu t'es vraiment... t'as pas eu peur vraiment de nous exposer un peu la situation. Puis merci aussi de tout ce que tu m'offres comme conseil par rapport à Gen Con. Je pense que ça va être utile non seulement pour moi, mais pour aussi les auditeurs qui peut-être ont certaines appréhensions, qui peut-être ont de la difficulté à essayer de comprendre, de visualiser ce que c'est l'événement. Là. Fait que merci pour tout ça, David, très apprécié. Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Puis j'espère qu'on va se croiser pour une petite partie à Gen Con. Ben oui, c'est sûr et certain qu'on va faire ça. Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube L'École Jeu et de vous abonner aussi à à la chaîne YouTube de David, de Professeur Board Game. Likez nos 2 pages sur Facebook, donc L'École Jeu ainsi que Professeur Board Game. Et finalement, nous suivre sur Instagram. On se fait des petits concours de photos. Challenge! C'est ça, 10 photos en 10 jours. Donc, Professeur Board Game sur Instagram, L'École Jeu sur Instagram. Alors voilà, sur ce, merci encore une fois à vous et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.